Doha concerne le M23 et le gouvernement. Il ne s'agit pas de la continuité parce que pour moi et d'ailleurs pour les autres, le processus de Nairobi est Doha, mort. c'est la matérialisation de l'expression de Tshisekedi qui dit « je ne discute pas avec les pantins ». Les pantins vont discuter avec mes sécuritocrates et moi je discute avec celui qui agresse mon pays. Mais c'est-à-dire les gens qui ont été envoyés à Doha n'ont pas l'autorité de signer. Oui, c'est ce qu'il veut dire. C'est la RDC qui était quand même à Doha. Ah oui, ça veut dire que vous avez envoyé des gens. Est-ce que vous avez vu qui a signé? Le haut représentant qui s'occupe du processus de Nairobi et de Luanda. Qui est le conseiller spécial de Tshisekedi? Ah oui, conseiller spécial du président. Tshisekedi s'est mis. Ça se justifie. Parce que là, nous sommes dans une capacité d'infériorité par rapport aux autres. Et nous ne devons pas continuer dans le système de victimisation. Ah, ce sont les autres qui sont venus. Ce sont les autres qui ont comploté contre nous. Mais laissez-moi terminer. Quand il y a un complot contre nous... Les choses sont documentées par mais je sais, mais les choses sont documentées, mais c'est à nous de prendre les dispositions, puis qu'il ne soit pas ainsi. Mais nous n'allons pas croiser les bras en disant... Mais laissez-moi terminer. Que c'est Trump qui va venir maintenant pour nous défendre. Trump viendra pour Make America Great Again. À vous entendre, en fait, on a l'impression que vous n'êtes pas factuel, que vous ignorez en fait la réalité du terrain. Je vous prends l'exemple. Je sais d'où vous voulez en venir, c'est-à-dire venir au pacte de ce que propose la Cinco, de ce que le président Fayulu vient de dire. Mais je dois juste vous rappeler, la Cinco et les CC, pour aboutir à ce pacte, ils ont fait quoi? Ils sont allés au Rwanda, ils sont allés en Ouganda, ils sont allés en Angola, ils sont allés au Congo-Brazzaville, ils sont allés au Qatar, ils sont venus en France, ils sont allés aux États-Unis. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés là-bas? Si on devrait juste se préoccuper de l'aspect uniquement intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'au niveau interne, nous ne pourrons pas faire un sursaut face à ce problème. Il nous faut donc l'implication des acteurs extérieurs, d'où le rôle de Washington et de Doha. Bonsoir à tous. La RDC, le M23 ont signé une déclaration de principe au Qatar ce week-end. Que contient-il? Comment s'écrit la suite désormais? Pour en parler, je reçois Amon Mavinga, politologue. Bonsoir Amon. Bonsoir. Gracien Rukidizika. C'est beau? Oui. J'y arrivé. Analyste politique. Bonsoir Gracien. Bonsoir. Et Guy Mafimba. Bonsoir. Docteur Ben Luther Touéré. Bonsoir Carlil. Bonsoir docteur. Docteur, que faut-il retenir de cette déclaration de principe qui a été signée ce week-end à Doha? D'abord, il faut dire que c'est une avancée importante dans les discussions qui sont toujours en cours entre le gouvernement congolais et l'AFC, le M23. Alors, ce qu'il faut retenir de cette déclaration de principe, il y a normalement 7 points. 7 points. Le premier étant... qui concerne en fait les principes généraux, une espèce de frontispice, de préambule en fait à ces déclarations. Alors le deuxième point, c'est surtout le cessez-le-feu permanent. Ce feu permanent, c'est-à-dire que les deux parties s'interdisent de mener des actions ou d'accomplir des actes de nature à bloquer le processus en cours. Le troisième point, c'est les mesures de confiance. Bon, là, c'est pas assez clair sur les mesures de confiance, mais en tout cas, la mesure phare reste la mise en place d'un mécanisme dans le cadre du droit de la loi congolaise, avec donc l'appui de la Croix-Rouge pour la libération notamment des prisonniers ou des détenus d'intérêt. Quatrième point, et c'est ça le plus important à mes yeux, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, qui est d'ailleurs même, dans ces déclarations, érigé comme pilier fondamental de l'accord à intervenir. Okay. Et cinquième point, donc, c'est le retour des réfugiés, voilà, c'est pas un accord, c'est une déclaration. Non, ce sont des déclarations de principe. C'est quoi la valeur juridique, vous qui êtes juriste? Alors, la valeur juridique, c'est que ça n'engage pas encore. Voilà. Ça n'engage pas, puisque quand on voit dans ces déclarations, on voit très clairement
qu'il n'y a pas des mécanismes de sanction. C'est-à-dire en cas de non-respect, on n'a pas prévu de sanction pour cela. Vous voyez, donc la valeur juridique d'une déclaration, c'est qu'il n'y a pas une force coercitive. D'accord? Donc c'est ça. Donc je poursuis. Donc le 6e point, c'est donc le rôle de la MONUSCO et des systèmes régionaux. Hein, c'est bien cela. Là encore, moi, ça me pose aussi un énorme problème. On reviendra dans le détail. Voilà, on y reviendra. Et puis le dernier point, c'est donc l'accord de paix dont les discussions vont commencer au plus tard le 8 août pour un éventuel accord au plus tard le 17 août de cette année. Gracien, quelle lecture faites-vous de cette déclaration de principe? Vous l'avez envoyée sur ce plateau. Oui, moi j'ai retenu, disons, il y a deux choses principales. La première, c'est le cessez-le-feu, comme il a dit. Cessez-le-feu, chacun garde ses positions, ne bouge pas jusqu'à l'accord définitif. Très bien. Deuxième chose, il y a le retour des réfugiés. C'est un point très important qui a été réclamé par le M23 dès le départ et même dans l'accord du 23 mars, il était prévu qu'il y ait ce retour des réfugiés. Et on demande même à la Croix-Rouge et aux pays aussi de faciliter ce retour. Et troisième chose, en fait, je distingue, c'est un juriste, je pense qu'il y a deux parties. Oui. Il y a les termes qui sont employés sont très, très importants. C'est l'engagement. Les parties s'engagent. Quand les parties s'engagent, c'est comme quelqu'un, on veut faire les affaires, on dit nous nous engageons à faire. C'est-à-dire que nous devons faire ça, nous engageons. Mais quand nous disons, nous utilisons les termes, nous reconnaissons qu'il serait préférable de travailler ensemble, cela ne veut pas dire qu'on va travailler ensemble. Notamment l'intégrité territoriale, le retrait des forces du M23, ils utilisent le terme « nous reconnaissons que en accord que pour qu'il y ait la paix, il y a ça et ça. Nous reconnaissons. Cela veut dire que ça sera négocié lors d'un accord durable. C'est vraiment... C'est juste une valeur déclarative. Voilà, c'est déclaratif. Mais ils s'engagent quand même. Non, ils ne s'engagent pas. Nous reconnaissons. Ils utilisent le terme « nous reconnaissons ». Alors que pour le cessez-le-feu, ils utilisent le terme « nous nous engageons ». Pour le retour des réfugiés, c'est « nous nous engageons ». C'est bien différent. Ah, merci pour la précision. On va écouter, avant de donner la parole au Audrey Guimafima, on va écouter le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ici, les deux parties se sont engagées. Et c'est ça, justement, cet accord de principe sur lequel on s'est mis d'accord. Et toutes les questions restantes qui dépendront de points qui ont été définis dans l'accord de principe doivent se régler dans les dialogues. Et donc, dorénavant, quoi qu'il en soit, Mutuna Mutu, donc chacun doit tenir ses positions pour qu'on privilégie que les dialogues qui a été choisi comme seul mot de règlement des conflits. Chacun doit tenir ses positions. Guy Mafimba, quelle réaction faites-vous au propos du ministre de la Communication? Je me félicite déjà du fait que, vous savez, là nous sommes en train d'échanger, de débattre pas à travers un match de football. On parle là d'un conflit de plus de 30 ans qui a fait des millions de morts. Donc on ne peut que, je pense, se satisfaire déjà de cette première étape. Ce d'autant plus que conflit de 30 ans, c'est à partir du 18 mars 2025, lors de la première rencontre entre Tshisekedi d'un côté et Kagame de l'autre, sous la facilitation de Doha avec la puissance des États-Unis, que nous avons eu cette première rencontre. Et 3 mois après, donc le 19 juin 2025, on a la déclaration de principe. Celle-ci a été précédée par la déclaration conjointe de cessez-le-feu. Donc, rien que cela, ça veut dire qu'il n'y aura plus on va, pour l'instant en tout cas, plus regarder à travers les médias des hommes qui tombent, des réfugiés et autres. Moi, je me félicite déjà de ça. Deuxième chose, je me félicite du fait que le droit international, à travers cette déclaration de principe, a été réitéré. Parce que lorsqu'on va à une négociation, il faut partir du principe que le M23 et l'AFC M23 avaient pour objectif d'atteindre Kinshasa un 30 juin. Parce qu'ils avaient privilégié... Le jour de l'indépendance. Les jours de l'indépendance. Ouais. Parce que pour eux, avec le soutien inconditionnel du Rwanda,
avait estimé qu'il fallait arrêter le processus démocratique en RDC et que le 30 juin, il serait à Kinshasa et que le 30 juin, on allait assister à la chute du régime de Félix Tshisekedi. Mais en réalité, le président Félix Tshisekedi a inversé, en fait, on va dire, le paradigme de Kigali qui consistait à encore imposer un homme lige à la tête de la RDC en privilégiant, en fait, le premier segment, l'offensive diplomatique. Et de cette offensive diplomatique, je termine là-dessus, il avait presque 3 ou 2 conditions essentielles pour lui, pour le régime de Kinshasa. C'était l'intégrité territoriale. Regardez d'abord la résolution 2773, c'est écrit noir sur blanc. Regardez l'accord de Washington, écrit noir sur blanc, intégrité territoriale. Déclaration conjointe et aujourd'hui, déclaration de principe, noir sur blanc, à travers, je pense, le paragraphe 4. Et à cela, il faut ajouter la restauration de l'autorité de l'État. Donc pour moi, c'est 2 victoires stratégiques, je l'avais dit la dernière fois, qui sont essentielles au regard des revendications, on va y revenir, des revendications de AFC M23 qui tendaient véritablement à la balkanisation de la RDC. Merci pour cette transition parce qu'en parlant de restauration de l'autorité de l'État, d'intégrité territoriale, j'ai l'impression que ce n'est pas le même langage du côté du M23. On va écouter son représentant et puis je laisse le doyen Mavinga répondre tout à l'heure. Une question a été posée même à M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFCM 23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFCM 23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur ça. Ce sont les mots du chef de la délégation de l'AFCM 23 à Doha. Oui. Réaction? Moi, je pense que sa déclaration ne pouvait être que celle-là, pas une autre. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes ici en présence de ce qu'on appelle le rapport de force. Quand il faut négocier un accord de paix et avec ceux qui sont en face de vous. Et c'est là maintenant que nous allons comprendre que le fait que quand la crise était à Bunagana et que nous n'avions pas fait ce que nous devions faire et que la crise a quitté Bunagana jusqu'à arriver à Goma et à Bukavu, c'est maintenant que nous allons comprendre qu'il y a un problème de rapport de force qui va se créer. Et que c'est là d'où j'appelle dans cette analyse diplomatique une certaine humilité, lucidité et anticipation, un sursaut national. Pourquoi? Parce que le M23, ils sont en position de force. Ils ont acquis des territoires et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils quittent ces territoires sans qu'il y ait de la part du gouvernement des concessions énormes. Et là, quand nous parlons d'ailleurs, comme ils ont parlé dans les déclarations de principe, de l'autorité gouvernementale, c'est déjà une réponse en différé. L'autorité de l'État. Voilà. Le terme qui est utilisé par gouvernemental. L'autorité de l'État. Donc, il y aura... Pourquoi vous insistez sur la nuance? La nuance? Oui. L'autorité gouvernementale, cela veut dire tout ce qui concerne, tout ce qui a trait au gouvernement. Mais l'autorité de l'État... Le gouvernement représente l'État. Oui. C'est pour ça que je demande la nuance. Le gouvernement, c'est l'État. Quelle nuance? Non, on va laisser Grâce clarifier et je reviens vers vous. Pas nécessairement. Il peut y avoir l'autorité de l'État. Prenons par exemple, si c'est un État qui est fédéré, avec un État, chaque État qui a ses lois, comme, prenons par exemple les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, il y a un État qui peut dire l'avortement est interdit dans cet État. Et dans d'autres pays, dans d'autres États, l'avortement n'est pas interdit. Mais c'est un État fédéral, oui, c'est pas la même chose. Non, justement. La RDC, c'est un État. Oui, bien sûr. Après, je reviens vers c'est vous. défini. Parce que c'est un accord. De principe, on ne sait pas dans la réalité où ça va arriver. C'est indiqué autorité gouvernementale dans l'accord. Sa clarification a cet avantage de dire quoi? Parce qu'on parle d'autorité de l'État, et pour le M23, il n'y a plus d'autorité de l'État. L'autorité de l'État a été sapée. Donc, en fait, l'État n'est plus... Donc, on ne sent plus un leadership responsable qui dirige l'État. D'où, il faut se mettre autour d'une table
et définir l'autorité de l'État. Ce qui suppose... Non, mais en fait, pardonnez, ce qui nous regardent vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a eu une déclaration à Doha. Ce qui suppose, dans le dialogue qui va venir, pour définir, pour avoir un accord de paix, et je pense qu'il y aura de dissensions sérieuses et on verra comment les choses vont se faire. C'est pour dire quoi? Ce sont des déclarations de principe, mais on est encore loin de l'accord. Mais qu'est-ce que présage, justement, qu'est-ce que présage alors cette déclaration Ça présage que pour arriver à un accord global, de paix globale, le dialogue sera rude, mais il faut s'armer d'arguments pour que nous arrivions à une solution de paix. C'est de la gymnastique, hein, tout ça. Très rapidement, pour réagir à la déclaration du représentant du M23. D'ailleurs, moi je pense que c'est même à tort qu'on utilise l'expression retrait. C'est à tort, puisque si on considère, ici nous sommes dans le cadre d'un accord inter-congolais. C'est ça, hein, l'accord véritablement, c'est ça, inter-congolais. Et donc, quand on est dans le cadre d'un accord inter-congolais, on ne parle pas d'un retrait. Ils vont se retirer pour aller où? S'ils sont congolais. On peut parler d'un cantonnement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a le procès de Nairobi a déjà utilisé des termes, en fait, idoines face à cela. On parle de désengagement, désarmement ou démolition, parce que l'objectif, c'est de dissoudre le M23. Vous voyez, on ne parle pas de retrait, ils vont se replier pour aller où? Le retrait, c'est ça. Et c'est là même que j'ai suivi la communication du ministre Mouyaya. Oui, et c'est intéressant. Cette confusion-là, en fait. Il parle, peut-être que je me suis trompé, mais il parle d'un retrait effectué dans le même esprit que celui qui guidera le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité signé à Washington, au fait. Oui, mais c'est ça le bémol. Je crois qu'il était rappelé à l'ordre par le ministre des Affaires étrangères rwandais. C'est vraiment ça le bémol. Le bémol, c'est ça parce que... Donc il n'y a pas de retrait prévu. Si on parle de retrait, ça veut dire qu'ils vont aller se replier, ils vont quelque part. Donc un jour, ils reviendront. Voyez. Donc on doit parler de démolition. Il parle de retrait. Dans l'accord, il parlait de retrait des forces rwandaises. Voilà. Pour l'accord de Washington, c'est parce qu'il faut savoir que le M23 est purement congolais. Donc, ça reste purement soutenu par le Rwanda. Ils ont négocié. Je pense que le Congo n'a pas négocié avec le Rwanda à Doha. Et donc, du coup, soutenu par le Rwanda. Soutenir, il n'y a jamais aucun mouvement rebelle qui est assez important, qui n'est pas soutenu par un autre État. Ça, on le sait. Ça, c'est soutenu par le Rwanda. Merci. Bon, et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on peut parler de cantonnement. Ils peuvent se mettre dans un endroit donné, mais quand on parle de retrait, ça veut dire qu'ils se retirent du Congo. Pour aller où? Quel est le pays qui va recevoir tant de milliers de... Donc il n'y a pas de retrait prévu en tant que tel. Il ne peut pas y avoir... C'est un désarmement. Nairobi a prévu la démolition. La démolition, c'est-à-dire faire en sorte que ce groupe-là ne puisse plus exister. Et comment le démolir? Les mécanismes sont prévus. La réintégration ou la reconnaissance politique, etc. C'est ce qui quand il dit l'FCM 23 ne va pas reculer, même d'un seul mètre. Alors là, c'est très bien. Là encore, ça montre. Donne le ton pour la discussion à venir. Parce que c'est pas prévu. Bien sûr. Voilà. Ils ne vont pas reculer. Parce que pour le M23, finalement, ça ne reste que de simples déclarations. Vous voyez, quand on lit ces déclarations, on voit bien que par rapport à leurs revendications, rien quasiment n'est pris en compte. Mais le cessez-le-feu, c'est un engagement. Je peux vous dire ça, rien n'est pris en compte. Pourquoi? Parce que l'intérêt du M23, donc appuyé par le Rwanda, il faut le préciser, c'est quoi? C'est la gestion de ces territoires. Je l'avais dit ici, c'est la gestion de ces territoires. Et d'où, c'est pour cela que ces déclarations n'ont aucune importance en fait à leurs yeux, tout simplement. Ce qui compte, c'est le fait de dire, d'aboutir à un accord finalement qui va reconnaître... Donc la seule grande victoire aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu. Sincèrement, monsieur. Le point le plus important, c'est le cessez-le-feu. Juste une seconde. Le point le plus important, c'est le cessez-le-feu et le retour des réfugiés. Donc, et en même temps, il faut savoir une chose. Encore les retours des réfugiés, là, ça va être compliqué. Il y a un problème au niveau du M23. Il y a AFC, M23. C'est deux choses différentes. AFC, c'est la branche politique. Cela veut dire, quand il parle, par exemple, d'aller jusqu'à Kinshasa, c'est l'AFC qui parlait de ça. C'est un politicien qui parlait de ça. Mais le M23, c'est bien que n'a pas les moyens d'aller jusqu'à Katanga. Même pas à Katanga. Donc, du coup, ils doivent se contenter de ce qu'ils ont. Donc, et le Rwanda, même si le Rwanda les soutenait, le Rwanda ne pourrait pas les soutenir parce qu'on sait bien, pour mettre au pouvoir Kabila, il y a eu la collaboration de plusieurs armées, presque de toutes les armées. On s'accroche sur cette histoire d'autorité de l'État parce que tout simplement, on ne veut pas voir ce qui s'est passé bien avant.
qu'est-ce qui a capoté le 15 février? Pourquoi ça a capoté le 15 février 2023 à Luanda, lorsque Félix Tshisekedi devait rencontrer Paul Kagame? Tout simplement parce que pour Paul Kagame, je veux bien rencontrer Félix Tshisekedi, mais à condition qu'on puisse intégrer le problème du M23. Voilà la raison pour laquelle ça a capoté. Et comme la facilitation, la médiation, c'était une médiation entre guillemets faible, il faisait qu'à sa tête en fait. Et lorsque la médiation est devenue une médiation américaine, avec la doctrine Trump qui consiste à dire « moi je suis dans une médiation transactionnelle coercitive ». Monsieur Paul Kagame, aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, le curseur géopolitique est parti de Kigali et est arrivé à Kinshasa. Moi je veux faire du business. Vous venez à table. Il a joué le petit malin, passez-moi le terme, avec Luanda. Mais avec Trump, il était obligé de venir à Washington. Maintenant, qu'est-ce que font les Américains? Là, je suis en train de le politique analyste qui est en train de vous décrypter les dessous d'une diplomatie. Les Américains vont activer Doha. Doha, c'est la diplomatie, on va dire, transactionnelle aussi en termes de chèques. Aujourd'hui, lorsque vous voyez l'économie rwandaise, elle ne tient qu'à un bout de fil. Imaginez le nombre, le volume. Grâce à répondre après. Je le sens mouillé là. Le volume des investissements de Qatar au Rwanda. Rien qu'avec l'aéroport, je pense qu'il prévoit plus de 1 milliard de dollars. Et depuis qu'il y a eu des sanctions économiques, tant du côté de l'Union européenne que du côté des États-Unis, l'économie rwandaise est en train de patiner. Donc cette médiation a obligé Paul Kagame de venir à la table de négociation à Doha. C'est là où ils vont activer maintenant le M23. Quand ils ont perdu à Washington, ils se sont dit on peut se rattraper à Doha. C'est une défaite pour eux. J'arrive. Ils vont se rattraper à Doha. Ils arrivent à Doha. Il a dit tout à l'heure le docteur. Mais il fallait voir les revendications du M23. Ils voulaient gérer pendant 8 ans ces territoires. Ils voulaient du fédéralisme. Ils voulaient l'amnistie de ces différentes revendications. Ils n'ont eu rien. C'est pas fini. Je continue. Je finis. Vous allez avoir la parole. Ils n'ont eu rien. Maintenant, on leur a imposé quasiment ces déclarations de principe, notamment le fameux paragraphe 4. Mais le paragraphe 4, vous pouvez le lire. On parle de... On a deux alinéas, je ne sais pas si on le dit en termes juridiques. On parle de l'autorité de l'État et on parle de l'autorité intégrale. Le juriste vous dira, c'est quoi les attributs de l'État? C'est la justice, c'est la force publique, voilà les attributs de l'État. Donc, la deuxième négociation, je termine là-dessus, j'ai été lent, la deuxième partie que nous allons commencer à partir du août, la matrice, c'est ça. On va dire au M23 et à l'AFC, on doit restaurer l'autorité de l'État. Parce que vous avez pris l'engagement, entre guillemets, ou bien vous avez accepté cela. Et, bien entendu, ils vont jouer. Mais j'ai toujours dit, le troisième segment pourra être activé, c'est-à-dire le segment militaire, pourra être activé avec un Rwanda affaibli sur le plan diplomatique et affaibli sur le plan des renseignements militaires et autres. Réaction des grâces. Alors, ça fait rigoler. Quand on voit les sanctions prises contre James Kabarebe sur ses comptes aux États-Unis, il n'a pas de compte aux États-Unis, ça n'affecte pas l'économie rwandaise. Les sanctions prises par la Belgique, Annabelle, un truc juste pour l'éducation, ils ont déjà remplacé. Et les transactions ils ont déjà remplacé. Des mines. Transactions des mines. Avec l'Union européenne. Les transactions des mines, on parle de l'or. Mais l'or n'est pas vendu en Europe. L'or rwandais est vendu à Dubaï. Il n'y a pas de sanctions à Dubaï, à 100%. Les minéraux dont on parle, les minéraux ne sont pas vendus en Europe, ils sont vendus en Chine. Donc, il n'y a pas... Quand à l'aéroport, Qatar est actionnaire. Quand on est actionnaire, on met l'argent. Donc, il y a zéro effet de sanction
économiques au Rwanda parce que ce sont de petites sanctions. La Belgique peut, l'Allemagne a diminué les aides, mais en fait, il n'y a pas d'effet en soi. Donc, ce n'est pas ça qui joue. Les 150 millions que vous jamais réclamé les 50 millions à Londres. Les 150 millions que vous attendez de la Londres aussi, ça n'a pas eu d'effet. L'argent pour les réfugiés qui devaient aller au Rwanda, les Anglais, ils avaient payé. Et dans l'accord, il y avait une clause comme quoi, si une partie, si le Royaume-Uni déroge, donc n'applique pas les accords, il n'y aura pas de remboursement. Les Rwandais, ils ont eu l'argent qu'ils ne vont pas rembourser. C'est bien écrit. C'est le comportement d'un chef d'État mercenaire. Les Anglais ont signé. Les Anglais ont signé. Alors, je vais revenir sur les accords, sur l'échec de Luanda. Pourquoi Luanda? Il y avait une négociation, il y avait Kaykwamba et Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères du RD Congo et du Rwanda. Ils étaient d'accord sur la négociation incluant le M23. Il y avait déjà Uhuru Kenyatta qui est responsable, qui était responsable des négociations de Nairobi. Il était déjà présent à Luanda. C'est à ce moment-là, ils ont changé et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il a appelé Kagame, il lui a dit que finalement, ils ont changé le point. Il y avait même un écrit. Kagame, il avait reçu un écrit comme quoi le M23 ferait partie, ou Kenyatta est parti à Luanda avec cet engagement. Et quand ils ont changé, les Rwandais n'ont même pas compris pourquoi, au moment où ils ont changé, Kagame disait n'irait pas, et que Tshisekedi choisit d'y aller parce qu'il sait bien que Kagame n'ira pas, parce que il y a même Uhuru qui était là, il n'a rien fait. En même temps, ils sont en train d'acter le fait que angolais, il sait le bien M23, c'est un mouvement, vous dites, c'est congolais. Mais vous voulez imposer à ceux qui ont l'effectivité en RDC de discuter avec un mouvement qui on est n'impose pas. C'était il y a un accord, c'était écrit. C'est incroyable ça. C'est comme si on vous imposait de discuter avec le C'était un accord. C'était écrit. Kagame, Uhuru Kenyatta, avant d'y aller, avait déjà un document. Abba Mavinga. Oui. Moi, je voudrais dire une chose. Il faudrait d'abord que nous évitions des scènes de triomphalisme diplomatique. Quand vous êtes en train de discuter avec les autres et que vous êtes en position de faiblesse, vous utilisez la diplomatie. Mais pourquoi je dis qu'il ne faut pas de triomphalisme diplomatique au niveau des autorités congolaises, du peuple congolais? Parce que quand vous lisez l'accord de Washington et quand les États-Unis nous renvoient aux accords de Doha, il faut faire une analyse. Pourquoi il n'y a pas eu un accord global de tout en Washington, mais les États-Unis disent M23, FCC, gouvernement, vous devez aller à Doha. Doha, donc, c'est notre territoire. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que je peux répondre à ça? Non. Juste à ça. On laisse Mavinga terminer, doit avoir la parole après. Non, pourquoi je l'ai dit? Allez-y. C'est pour dire quoi? Même quand vous analysez la déclaration de principe, et le Qatar, quelque part, dit dans la déclaration de principe, c'est dit que ce sont les partis qui devront s'engager à trouver des solutions aux problèmes. Nulle part, ils ont dit, les États-Unis ou le Qatar, nous viendrons intervenir pour trouver des solutions. Et ils prévoient alors un mécanisme international sera quoi? Pour voir comment les antagonistes, comment ils vont jouer. C'est-à-dire, le jeu des acteurs sont flous. Et donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que tel que moi, je vois les choses, comme on parle d'un dialogue qui doit venir, et moi, je le dis ceci, si au niveau interne, nous sommes incapables de nous mettre ensemble pour construire notre paix intérieure, nous n'aurons pas la paix extérieure que nous voulons. Non. Et donc, on ne confond pas les choses. Monsieur Mavinga est encore dans la confusion. Non, je ne suis pas dans la confusion. Je vais vous expliquer. Mais je termine ma pensée. Pourquoi je l'ai dit? C'est tout simplement pour dire il faut que nous attendions quels seront les enjeux et les termes de référence de l'accord qui viendra avec le côté gouvernemental et l'AFC M23. Parce qu'on nous dit qu'il y aura maintenant le dialogue va commencer sur la base de la déclaration de principe. Mais cette déclaration de principe contient de pièges. Et surtout qu'on sait que le président Tshisekedi se refusait de discuter directement avec le M23. Donc c'est un piège. Nous sommes plus dans notre piège. Et ce que vous dites, je pense que ça a été repris. C'est la Maintenant, déclaration de M. Martin Fayoulou. On va l'écouter et après, Mafimba vous donne la parole. Et déjà que les gouvernements actuels est en discussion avec ceux qui ont tué les Congolais.
l'Alliance Fleuve Congo et les M23, c'est eux qui sont, ont occupé militairement nos contrées, y compris des Goma et des Bukavu. Mais ils sont en discussion avec les représentants du gouvernement congolais. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La Russie et l'Ukraine, ils veulent discuter, l'Iran et Israël. Donc, vous discutez avec ceux avec qui vous avez des problèmes. Et c'est comme ça que nous avons dit, et les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC, l'Église du Christ au Congo, ont voulu que ce dialogue soit inclusif. Inclusif, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, vous avez les partis politiques qui sont dans les coalitions, on parle dans les coalitions, vous avez la société civile, vous avez les groupes armés. Dans les groupes armés, vous avez M23 et l'Alliance Fleuve Congo, vous avez les Wazalendo qui sont des groupes armés, vous avez les groupes Zaïre, vous avez Codeco, vous avez Thomas Lubanga et les autres. Le problème, il ne faut pas donner des prétextes à qui que ce soit. Chacun doit venir. C'est pour cela que nous avons appelé cela le dialogue de la vérité, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Vous avez des problèmes, venez, mettez ça sur la table. Tel vous avez du mal, dites ça. On dit que les linges sales se lavent en famille. C'est ça que nous appelons les camps de la patrie. Guy Mafima, je vous laisse réagir au propos de Martin Fayulu, après vous répondrez à Omar Vinga. Je réitère encore l'immaturité de la classe politique congolaise. Parce qu'ils sont même dans l'incapacité de faire le distinguo entre une crise sécuritaire à l'Est qui date de l'entrée de l'AFDL en RDC, AFDL, RCD Ngoma, M23 première série, M23 deuxième série. Ça veut dire quoi? Tous ces groupes armés, depuis l'AFDL jusqu'à M23 deuxième série, avaient seul objectif, avec le soutien de Paul Kagame du Rwanda et Museveni, de balkaniser et continuer à piller l'Est de la RDC. Et ils confondent cela avec une crise supposée interne de gouvernance qui n'a rien à voir. Maintenant, pour éclaircir cela, ils confondent en même temps le processus de Nairobi au processus de Luanda. Ce processus de Nairobi, c'était quoi? C'était de régler les questions liées aux groupes armés. J'avais dit la dernière fois, on a répertorié 200 groupes armés internes, locaux, et 12 groupes armés extérieurs, dont le M23 le plus puissant, le plus armé. Mais Félix Tshisekedi, au déclenchement de redéclenchement de la guerre à Bunagana, s'est rendu compte que, si je continue avec le front militaire, ils vont arriver à Kinshasa. Parce que pendant 18 ans, M. Paul Kagame, avec la complicité de M. Kabila, avec la complicité de Paul Kagame, a infiltré l'armée. On parle tout à l'heure de coup d'État, là, de tout le temps, là, pour liquider, en fait, pour faire chuter le régime. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je change, j'inverse. C'est ça l'intelligence politique. Il se dit... L'intelligence, ce n'est pas un signe de faiblesse? Non. L'intelligence politique, c'est... Deux fois, Sun Tzu disait, on peut soumettre un adversaire sans l'affronter. Il a appliqué Sun Tzu. C'est-à-dire le triptyque, la guerre d'abord diplomatique, la guerre médiatique et le volet militaire va finir avec l'adversaire qui, sur le plan militaire, est encore plus puissant. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, moi je ne discute plus avec le groupe armé. Je discute avec l'agresseur. Je vous ai dit tantôt, l'agresseur, quand c'était Luanda, il n'en voulait pas. Mais quand Trump est arrivé, avec la projection de signer des accords spécifiques en termes de matières premières rares, mais il a eu le soutien de la plus grande puissance. Je vais vous dire encore, je vais vous prendre un exemple. Vous savez pourquoi la guerre en Angola s'est arrêtée? L'ONU n'a jamais pu arrêter la guerre en Angola, entre d'un côté Savimbi et de l'autre côté Dos Santos. Mais c'est sans qui? C'est la puissance américaine. Lorsqu'il lâche Savimbi, la guerre est terminée. Donc c'est le même schéma que nous sommes à dire aujourd'hui. Raison pour laquelle je dis, je souligne l'immaturité de la classe politique de la RDC qui confond cette crise interne
qui n'a rien à voir avec cette crise sécuritaire. Donc le processus de Doha n'est que la continuation du processus de Nairobi. Raison pour laquelle vous n'avez pas vu, c'est ce qu'elle dit. Il a envoyé un représentant. Ils ne sont pas d'accord à gauche. Il a envoyé un représentant. Oui, justement. Le processus de Nairobi, les gens qui étaient présents, il y avait les mouvements rebelles. Et vous parlez, bon, c'est bien d'un mouvement étranger. Le M23 devient le mouvement étranger, mais pourtant, c'est un mouvement composé par 80% au départ des militaires congolais, qui étaient encore payés par le gouvernement congolais. Et 20% de Rwandais. Non. Eh bien, Bon, les 20%. il y a des gens, on sait bien les mouvements dans la sous-région. Museveni, quand il s'est battu, combien de Rwandais, des Congolais, des Burundais qui étaient là. Bon, alors, ce qui fait que quand il y a eu la conférence à Nairobi, le gouvernement n'avait pas invité le M23. Il y a eu des discussions. Contrairement à ce qu'il dit. Il y a eu des discussions avec ces mouvements rebelles, ces mouvements armés. Mais les mouvements armés étaient déjà dans Ouazalendo. Mais ça ne servait à rien de négocier. Donc, ce qui fait que Doha... Vous mélangez. Non, je ne mélange pas. Je ne mélange pas ces mouvements se sont retrouvés dans Ouazalendo. Et donc, du coup, à Doha, pas se retrouver dans c'est autre chose. Ouazalendo, c'est plus la force. Ils sont en train de défendre leur terre. Mais non. Mais tous les mouvements armés du Congo ont été organisés pour qu'ils soient dans Ouazalendo. Ah ouais? Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Presque les mouvements qui sont dans la partie du Kivu Sud et Kivu Nord. Non, il y a des mouvements. Il y a les Maïmaï, les autres, non, tous. Là, vous êtes en train de mettre non, je continue, je vais terminer. Assez détonnant. Et Doha, c'est autre chose. Doha concerne le M23 et le gouvernement. Il ne s'agit pas de la continuité, parce que pour moi, et d'ailleurs pour les autres, le processus de Nairobi est mort. Doha, c'est la matérialisation de l'expression de Tshisekedi qui dit « je ne discute pas avec les pantins ». Les pantins vont discuter avec mes sécuritocrates, et moi je discute avec celui qui agresse mon pays. Mais c'est-à-dire les gens qui ont été envoyés à Doha n'ont pas l'autorité de signer? Oui, c'est ce qu'il veut dire. C'est la RDC qui était quand même à Doha. Ah oui, ça veut dire que vous avez envoyé des gens. Est-ce que vous avez vu qui a signé? Le haut représentant qui s'occupe du processus de Nairobi et de Luanda. Qui est le conseiller spécial de Tshisekedi? Ah oui, conseiller spécial du président. Tshisekedi s'est mis. Je voulais dire une chose par rapport à l'intervention de mon frère Mafimba. Il faut qu'on dise les choses clairement. Oui. Ici, nous parlons d'un État qui s'appelle la République démocratique du Congo. Un État qui doit défendre ses frontières. Un État qui doit se donner les moyens pour être un État fort, qui défend son intégrité territoriale. Les États-Unis ne viendront pas défendre, faire le travail des Congolais. Quand je parle de notre capacité interne de construire notre paix intérieure pour que nous puissions peser sur la paix extérieure, ça se justifie. Parce que là, nous sommes dans une capacité d'infériorité par rapport aux autres. Et nous ne devons pas continuer dans le système de victimisation. Ce sont les autres qui sont venus. Ce sont les autres qui ont comploté contre nous. Mais laissez-moi terminer. Quand il y a un complot contre nous... Les choses sont documentées par mais je sais. Mais les choses sont documentées, mais c'est à nous de prendre les dispositions, puis ne soit pas ainsi. Mais nous n'allons pas croiser les bras en disant... Mais laissez-moi terminer. Que c'est Trump qui va venir maintenant pour nous défendre. Trump viendra pour Make America Great Again. Il viendra pour investir, avoir le moyen pour les États-Unis et contrer l'influence chinoise et russe. C'est à nous, le Congolais, de développer une nouvelle intelligence de la situation critique dans laquelle nous nous trouvons pour trouver des solutions idoines sur le plan interne. Mais ce n'est pas à Trump de venir faire la réforme de l'armée, la réforme de la police, la réforme de tout, et prendre les dispositions qui s'imposent pour nous défendre. Ça, c'était la première des choses. Des deux, et même dans la cour de Washington, il y a de pièges dedans. Mais nous ne reviendrons pas sur cela. Même dans les déclarations de principe de Doha, il y a de pièges. Ces mêmes pièges reviennent 10, 20 ans après. Qu'avons-nous fait, nous, de notre intelligence collective congolaise, pour identifier les pièges qui se trouvent dans les différents accords que nous signons? Mais justement, sur cet accord-là, dont la discussion doit commencer, je crois, le 8 août, si je ne me trompe pas, non, c'est pour dire quoi? Oui, on aboutira avec quoi? C'est pour dire quoi? À Mavinga. C'est pour dire quoi? Oui, aujourd'hui, il faut impérativement que nous développions
une grande intelligence congolaise la plus haute, de plus haut niveau, pour trouver des solutions à la crise qui s'impose à nous. Si nous attendons que les autres viennent le faire à notre place, si nous attendons que Trump vienne le faire à notre place, que le Qatar vienne le faire à notre place, je vous ai dit tantôt, je pense que... Belle lutte. Le 30 juin à Kinshasa. Et pour clôturer, je dois dire, la classe politique congolaise doit être honteuse. Vous partagez les propos de Martin Fayulu? La classe politique congolaise doit être honteuse. Nous devons même demander pardon à notre peuple. Parce que, pourquoi je dis qu'il n'est pas de triomphalisme diplomatique? Quand nous nous trimballons partout, on nous amène à Nairobi, on nous amène à Luanda, on nous amène à Lomé, on nous amène à Addis Abeba, on nous amène à Washington, on nous amène à Doha. Bien sûr, c'est la diplomatie. Mais dans l'analyse profonde, ça montre quelque part il y a de failles internes. Nous devons corriger nos problèmes internes. Oui, bien sûr. Docteur Ben Luther, maintenant. Pour trouver des solutions à nos problèmes. Ce sont les Congolais d'abord qui doivent trouver des solutions aux problèmes fondamentaux qui sont à cette crise. Ça, c'est dit. Sinon, il n'y aura jamais de solution et nous n'aurons pas la paix. Très bien. Doyen, à vous entendre, en fait, on a l'impression que vous n'êtes pas factuel, que vous ignorez en fait la réalité du terrain. Je vous prends l'exemple. Je sais d'où vous voulez en venir, c'est-à-dire venir au pacte de ce que propose la SENCO, de ce que le président Fayulu vient de dire. Mais je dois juste vous rappeler, la SENCO et les CC, pour aboutir à ce pacte, ils ont fait quoi? Ils sont allés au Rwanda, ils sont allés en Ouganda, ils sont allés en Angola, ils sont allés au Congo-Brazzaville, ils sont allés au Qatar, ils sont venus en France, ils sont allés aux États-Unis. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés là-bas? Si on devrait juste se préoccuper de l'aspect uniquement intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'au niveau interne, nous ne pourrons pas faire un sursaut face à ce problème. Il nous faut donc l'implication des acteurs extérieurs, d'où le rôle de Washington et de Doha. Vous voyez? D'où ce rôle-là. Je vous dis encore une fois qu'aujourd'hui, si ce que vous rapportez, c'est ignorer tout simplement que ce problème va au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des accords d'abord avec le Rwanda avant de traiter de la question du M23? Pourquoi? Parce que ceux qui ont organisé ces assises entre le Rwanda et la RDC ne sont pas idiots. Ils comprennent les enjeux. Ils savent que ça dépasse, ça va au-delà des frontières de la RDC. Donc l'idée, c'est d'abord de traiter la question au niveau de la sous-région, d'accord, de manière à ce que chaque État reste dans ses frontières avant d'attaquer le problème au plan interne. Là, je reviens encore au plan interne par rapport aux négociations qui s'effectuent actuellement à Doha. Là, il s'agit tout simplement des négociations d'abord sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire, si on arrive à aboutir à un accord avec le M23, c'est-à-dire on arrive à déterminer le statut politique, économique, judiciaire, etc. Que sais-je. Donc du coup, à Doha, on reconnaît que le M23 est un mouvement congolais. Mais le fait déjà pour le gouvernement congolais de prendre part, moi je suis cash, c'est reconnaître que c'est un mouvement congolais. Okay. Mais un mouvement congolais soutenu par le Rwanda. Non, mais pour clarifier. Parce que, non, je n'ai pas encore terminé, soutenu par le Rwanda, pourquoi? Parce que non, finalement... En fait, on le sait, mais bon... Quel que soit le soutien, mais c'est un mouvement congolais. Non, mais je dis ça parce que du côté du gouvernement, Ben Luther... La participation du gouvernement légitime le fait que c'est un mouvement... Donc il y a eu un virage quand même à 160 degrés. Il y a eu un virage, ça moi je l'accepte, je ne vais pas faire de la langue de bois, je ne vais pas faire ça. Mais pour moi... D'abord, la négociation avec le M23 n'a rien à voir avec ce que le papier que la SENCO nous a proposé. Ça, c'est plus un pacte global. C'est-à-dire, une fois qu'on arrive à terminer avec la situation sécuritaire de l'Est, notamment avec le M23 et l'AFC, on pourra maintenant réfléchir dans le cadre d'un dialogue global. Donc, ne confondez pas les choses, en fait. Non, ne confondez pas. Je ne comprends pas. Juste apporter de l'eau à moulin. Vous savez... Lorsqu'on en parle là, on a l'impression que le problème de la RDC est domestique. Non. Il faut convoquer la dimension géopolitique et géostratégique. La RDC, c'est une centralité. Je l'ai dit encore dans une émission, le leadership mondial, il a dit tout à l'heure, se joue en ce moment dans le bassin du Congo, entre un côté les États-Unis qui sont en conflit systémique avec la Chine.
C'est clair. Alors, on a l'impression que c'est un monde de bisounours où on parle des problèmes de la RDC. Non, je termine. Vous aurez la parole. Je termine en disant ceci. Kagame et Museveni sont les fruits des États-Unis dans les années 90. Lors de la chute du mur de Berlin, les États-Unis ont voulu avoir un leadership dans la sous-région. Ils nous ont activé Kagame et Museveni. C'est un peu comme les Ben Laden que les États-Unis ne maîtrisent plus. Ils ont tombé sur un Kagame qui est devenu de plus en plus prédateur avec des visées expansionnistes et en train de déstabiliser toute une sous-région dans la RDC. D'où aujourd'hui, c'est les mêmes États-Unis. Tant mieux! Là, nous sommes dans la géopolitique et la géostratégie. On n'est pas dans un monde de business. Qui pense que, monsieur, il faut s'arrêter pour qu'on trouve une solution à l'Est et votre histoire de pacte social, vous aurez besoin un moment, effectivement, de voir Comment du côté du... Voilà la lecture que je voulais faire pour qu'on monte un peu... Comment du côté du Rwanda et de ses voisins, on observe tout ce qui se passe aujourd'hui? Alors, ce qu'il dit, le Rwanda qui est prédateur, le Rwanda expansionniste, les pays dont le RD, je ne sais pas s'il peut citer un autre pays qui a un problème avec le Rwanda. Bon, le Burundi, non, le Burundi c'est autre chose. La Tanzanie, le Burundi, je vous dis une chose. La République du Congo, écoutez, le RCA, laissez-moi terminer. Le Burundi c'est autre chose. Le Burundi a fermé. Et la RCA, qu'est-ce qu'ils font là? Attendez. Le Burundi a fermé. Qu'est-ce que fait la garde prétorienne de Kagame? Je termine. J'ai répondu à votre question. Non, vous n'avez pas répondu. J'ai pas besoin de... Qu'est-ce qu'ils font chez nous? Non, il n'y a pas de réponse. Allez-y, grâce. Le Burundi, c'est autre chose. C'est le Burundi qui a fermé les frontières. Le Rwanda, les frontières restent ouvertes. Le seul problème, c'est parce qu'il y a un opposant burundais qui est à Kigali. Le seul point. 2, la Tanzanie. Il n'y a aucun problème avec la Tanzanie. Il y a une très bonne coopération. Il n'y a aucun problème avec l'Ouganda. Concernant le RD Congo a 2 problèmes. Lesquels problèmes doit d'abord gérer et le Rwanda ne peut, imaginons même si le Rwanda voulait intervenir, ne pourrait pas. C'est la rébellion M23 et les FDLR. Donc les 2 problèmes à régler. Et donc du coup, on a vu des périodes. Quand Tshisekedi a été, il a prêté serment. Qui a été applaudi au stade de Kinshasa? Mais c'est Kagame. Ça montre encore l'esprit de c'est Kagame. Le bon voisinage. Exactement. C'est ce qu'il a voulu faire. Non, c'est ce qu'il a voulu faire. Les 9 voisins, c'est pas spécifique au Rwanda. Écoutez, il n'a pas changé. On parle de prédateurs. Voilà. Je vous ai dit la dernière fois, il faut savoir une chose. Le Congo, je vais répéter, le cobalt, le cuivre, ça va en Zambie avec les camions, en Angola, contrebande. Ça, on n'en parle pas. Et qu'est-ce qu'il faut au Rwanda? Le coltan, l'or, ça va au Burundi, au Rwanda, en Ouganda. Le coltan va au Rwanda et en Ouganda. Et vous êtes content d'intéresser là? Attendez. Tous ces pays... Raison pour laquelle vous voulez déstabiliser la contrebande. Qui fait la contrebande? Ce sont les Congolais eux-mêmes qui vendent les minéraux dans ces pays. Donc les Congolais devaient d'abord... Ce qu'il a dit, les Congolais d'abord devaient se dire, nous protégeons notre pays, nous protégeons notre économie. Du moment où on ne veut pas, on extrait, on veut vendre dans d'autres pays. C'est la même vision. Et en même temps, c'est la même lecture. On va s'écouter. Le dernier point, on parle d'agression du Congo. Mais le Congo, combien d'armées ont été au Congo? Combien d'armées dans la sous-région? Presque toutes les armées. Quand Kabila a été installé au pouvoir, il y avait l'armée burundaise, il y avait l'armée congolaise, ougandaise, l'armée rwandaise, il y avait l'Angola, il y avait presque tous les pays. Donc, il faut savoir que ce n'est pas seulement le Rwanda. Et quelles sont les armées aujourd'hui qui sont au Congo? L'armée burundaise est au Congo, bien avant même le M23. L'armée ougandaise est au Congo, bien avant le M23. Donc, on parle de l'armée rwandaise. Donc, il faut savoir que il y a ce qui se fait dans la sous-région. Comme il a bien dit, le Congo devait se poser la question, pourquoi il doit y avoir une seule armée chez nous? Une seule. Sans parler du Rwanda, actuellement, on compte au moins trois armées qui sont là-bas, qui ne sont pas si
amical que ça. Moi, je rappelle que sur le Burundi ou encore l'armée burundaise ou ougandaise, il y a eu une coopération militaire. En ce qui concerne notamment l'Ouganda, une coopération militaire a été établie pour démolir les ADF. On le sait, même si le général, le fils du président Museveni, aujourd'hui est de mauvaise foi, parce qu'on sait que peut-être il est manipulé aussi par le Rwanda. Je ne sais pas, hein, je le suppose. Mais sinon, il y a une coopération qui a été, établie pour détruire les ADF. Il y a une coopération. Voilà. Mais le Rwanda, la présence du Rwanda en RDC, s'est faite sans accord. Pour détruire le FDLR. Comme ils ont permis aux Burundais d'entrer pour détruire le RDC. Mais il faut un accord. Il faut donc un accord. Est-ce que le Rwanda l'a sollicité? Si, ils n'ont pas sollicité. Et même quand bien même ils sont sur le territoire de la RDC, mais ils sont jamais allés traquer les FDLR. Mais ils n'existent pas. Ils sont jamais allés les traquer. Mais s'ils n'existaient pas, pourquoi ils seraient dans l'accord? Vous croyez que les Américains, la CIA ne connaît pas la situation? Ils existent, plus informés que la CIA. Ils sont très minoritaires. Et ça ne devrait même pas justifier la présence du Rwanda sur le territoire de la RDC. De résiduel, une présence résiduelle. Ils sont à peu près 750 à peu près. Voilà, 150 700. 700? Il y a 700 déjà qui sont rentrés à Mutobo. Moi, je vous dis, un camp de Mutobo qui sert à recevoir... On nous a fait miroiter... Il y a environ dans les 2000 qui étaient dans le FDLR. La difficulté avec les pros ou bien ceux qui défendent cette thèse, c'est toujours de prendre des épiphénomènes pour en faire des espèces de prétextes fallacieux. Et raison pour laquelle je me dis, même dans l'évolution même de cet échange, vous allez voir, retenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Kagame va se mettre à boycotter cet accord à travers des attaques qui vont se dérouler d'ici peu, juste pour boycotter ces accords. C'est pour ça qu'ils vont violer le Ils vont violer parce que c'est l'assurance vie. L'Est de la RDC, c'est l'assurance vie. Les mercenaires qui sont en train d'arriver à Uvira, ce ne sont pas des mercenaires du Rwanda, c'est du Congo. Voilà. Non, ce que je voulais dire par rapport aux interventions de mes confrères, je voulais dire ceci. Le fait de parler que nous devons construire notre force interne pour construire la paix intérieure ne signifie pas que nous reconnaissons la reconfiguration mondiale. Comme j'ai eu de temps en temps à le dire que le monde est en train de se reconfigurer. Aujourd'hui, c'est un monde multipolaire qui se met devant nous. Mais ce ne sont pas les Russes, les Chinois ou les Américains qui viendront dire aux Congolais comment vous vous positionnez par rapport à ce nouveau monde. Mais c'est nous, les Congolais, qui devons développer notre haute intelligence. La reconfiguration mondiale. C'est pour dire quoi? Si nous sommes faibles de l'intérieur, quand nous négocions, que ce soit avec les États-Unis, avec les autres, que ce soit dans le cadre du SADC. Mais là, on fait quoi? Pendant la discussion avec le M23, qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui? Qu'est-ce que la classe politique congolaise doit faire concrètement? Tout en négociant, nous devons nous rendre compte que nous avons eu de certaines faiblesses intérieures. Donc il faut le corriger le plus rapidement possible. Concrètement, vous avez écrit un livre, vous avez fait des solutions. Moi, j'appuie cette urgence d'un dialogue national pour que nous développions. Comment ça se passe? Ça se passe comment ce dialogue? Ça se passe comment? Vous avez les modalités un peu ou pas? Oui, j'ai les modalités, comme si on ne peut pas le dire concrètement, mais dans cet ouvrage que j'avais écrit, où j'avais parlé de 20 engagements pour une transition démocratique, pacifique, exception de la République démocratique du Congo, j'avais parlé d'un pacte national, la transition. Et dans ce pacte national, ça c'était en 2017. Je parlais déjà du pacte social national. Et aujourd'hui? Donc ce n'est pas la CENCO et le CC qui viennent inventer un mot qui n'existait pas. Depuis en 2017, j'ai écrit « Il nous faut un pacte social national ». Notre société congolaise est en crise. Pendant que nous négocions, nous devons rapidement nous mettre autour d'une table, voir tout ce qui nous est arrivé, qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire et qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour être un grand peuple qui parle d'une même voix par rapport aux autres, ça peut pas se faire simultanément. C'est ce que je comprends pas. Ça peut se faire après. C'est la prochaine étape. Voilà, ça peut être la prochaine étape. Tant qu'il n'y aura pas le dialogue, il y aura toujours des personnes ne laissent plus. C'est qui est assez drôle. C'est une question sécuritaire. C'est qui est assez drôle. Parce que l'insécurité, ce dialogue, s'il aura lieu, si demain il aura lieu ce dialogue, 23 ou l'AFC, je pense que ils y prendront pas. Karine, ce que tu es en train de dire là, je vois ce que tu as. Oui, parce que ce qui est assez drôle, c'est la communion
la communion en termes de lecture politique entre ceux qui sont proches de la Cinco et les proches de Kagame. Non, même pas. Quand ça, il n'y avait pas la crise. Quand Non, ça, il n'y avait pas moi, la ce que crise. je trouve assez drôle, et peut-être je crois que ce sera le but d'une réflexion pour une prochaine émission, c'est qu'on appelle toujours les Congolais à un dialogue interne, mais on ne sait jamais ce qui se passe au Rwanda. C'est ce qui est assez... Je trouve que de la part des Congolais aussi, il y a un manque de Il y a une naïveté, il sur faut ce dire sujet. non. Non, peut-être c'est la réflexion que je veux qu'on le fasse. C'est la fin de l'émission. C'est pour vous dire quoi? Dans ce qui était proposé ici, dans ce dialogue-là, nous tenons compte de la reconfiguration mondiale. C'est-à-dire comment nous pouvons nous positionner par rapport au monde. Mais dire que quand quelqu'un parle de... Pourquoi j'ai Alors, ça, c'est pas une accusation que je vous fais, vraiment. Je trouve que dans vos interventions qui sont très nourries, vous appelez toujours un dialogue, c'est de la haute intelligence, pas comme les anciens dialogues. Bon. Parce que moi, il y a eu des accords. Ces accords n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait jamais eu d'intermédiaire. De la haute intelligence, elle est médiocre, la classe politique, elle est très médiocre. Même le cardinal Mosengo l'a dit. Pour le mot de la fin qui est le mien, C'est pas un exemple. j'en appelle pour l'intérêt de la sous-région, pour l'intérêt de l'Afrique. Je suis souvent ici en tant qu'analyste parce que j'estime que la RDC, c'est le pilier qui va enclencher le développement et le progrès en Afrique centrale et en Afrique. Qui va passer par le dialogue? S'il vous plaît, votre dialogue, je réponds à ceci. Lorsqu'il y a une crise, il y a une contradiction principale, il y a une contradiction secondaire. La contradiction principale, c'est l'agression du Rwanda, de Paul Kagame, en RDC. Le M23, c'est pas le Il Rwanda. faut d'abord commencer par résoudre cette contradiction principale. On va conclure l'émission. Et la contradiction secondaire, le mon M23, cher c'est pas ami le Rwanda. Mavinga, vous prendrez le temps de convoquer vos dialogues à la haute intelligence pour régler cette contradiction. En tout cas, les gens pourront aller... Toutes les contradictions, pas secondaires, même sécuritaires. Non. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Romek l'économèque à la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud, disponible désormais sur le canal 217 pour ceux qui nous suivent sur le canal Sat Afrique. À demain.